Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, mon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Bien à la forme? Oui, toujours. Alors, on va combien d'années en arrière dans le point d'histoire? On va 67 ans en arrière, hein. C'est pas très loin, hein. Mais c'est quand même mieux. C'est l'histoire, Jean-Paul? Oui, c'est là à côté. C'est de l'histoire. Puisqu'on en a des gens vivants. On en a un peu parlé indirectement cette semaine, hein, selon l'événement que nous allons aborder ce matin. Nous repartons donc le 1er décembre 1955 dans la ville de Montgomery, c'est en Alabama, donc au sud des États-Unis. Et ce 1er décembre 1955, il y a une jeune dame qui s'appelle Rosa Parks, âgée de 42 ans, qui travaille à la NAACP, qui est une association qui lutte pour les droits des minorités, des gens de couleur. Et donc, cette jeune femme-là de 42 ans, qui travaille depuis quelques années dans cette association où en fait travaille son mari, hein, puisque c'est son mari qui est l'un des dirigeants de l'association sur le plan local. Et la jeune Rosa Parks donc rentre chez elle, il est aux alentours de 20h. Et donc, elle décide d'emprunter la seule compagnie de bus de la ville de Montgomery. Et donc, quand elle monte, il faut savoir que Montgomery applique les lois ségrégationnistes comme la plupart des États du sud des États-Unis, hein, depuis notamment l'arrêt Plessy de 1896. Et donc cet arrêt Plessy-là, en fait, était un arrêt pris par la Cour suprême qui confirmait à l'époque le fait qu'il y avait un principe qui avait été édicté par les lois Jim Crow, c'est-à-dire que les lois Jim Crow, c'était les lois ségrégationnistes qui visaient à permettre une évolution séparée des Noirs et des Blancs dans certains États des États-Unis. Et donc, cet arrêt Plessy permet aux États du sud des États-Unis de mettre en pratique les lois Jim Crow, qui sont des lois ségrégationnistes, notamment à partir du principe separate but equal, c'est-à-dire séparés mais égaux, c'est-à-dire que vous êtes deux communautés, vous cohabitez, mais vous ne vous mélangez pas, il n'y a pas de mixité. Et donc, dans tous les transports en commun, c'est la pratique, il n'y a pas de mixité. Alors, dans les bus de la compagnie qui fonctionne à Montgomery, le principe est simple, c'est qu'à l'avant, vous avez les Blancs qui s'asseyent et à l'arrière, ce sont les Noirs. Et donc, cette jeune femme, Rosa Parks, 42 ans, secrétaire à la NAACP, décide donc d'emprunter le bus pour rentrer chez elle le soir. Et donc, quand elle monte dans le bus, il n'y a plus de place. En fait, toutes les places pour les Blancs sont occupées, hein. Et donc, il reste une place du côté des Noirs, et donc elle s'assoit sur la dernière place occupée par les Noirs. Et donc, il y a aussi un principe dans la compagnie de bus de Montgomery, c'est-à-dire que si toutes les places des Blancs sont occupées, et si un Blanc monte, un Noir doit se lever pour laisser la place aux Blancs. Et donc, ce soir-là, quand elle monte, il n'y a plus de place. Et donc, quand un autre Blanc monte à l'intérieur du bus, tout naturellement, il faut qu'un Noir se lève. Et donc, le chauffeur du bus, qui est censé être le maître à bord du bus, doit désigner le Noir qui doit céder sa place. Et c'est ainsi que le chauffeur du bus n'hésite pas à désigner cette femme, Rosa Parks, pour lui demander de se lever et céder la place aux Blancs qui venaient de monter à bord du bus. Et bien là, la jeune femme refuse. Et donc, à partir de là, il s'enchaîne une altercation entre la jeune femme et le conducteur du bus. Et donc, lui, échaudé, il décide d'appeler la police. Et donc, la police vient et embarque Rosa Parks et l'arrête. Et donc, on lui colle une amende pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'accuse de trouble à l'ordre public et non-respect des lois ségrégationnistes de l'État d'Alabama. Et donc, ce ne sont pas des fautes lourdes, hein, qui sont des fautes pénales, non. Mais c'est quand même des fautes pour lesquelles elle doit payer une amende. Et donc, elle a le droit de donner un coup de fil, et donc elle appelle son mari. Son mari appelle donc un avocat noir qui s'appelle Clifforder. Et donc, Clifforder, qui est l'avocat qui vient, il décide donc de venir, et qui est aussi un des notables locaux de la NAACP, donc ils viennent, Clifforder, et donc il délivre la jeune femme. Et donc Clifforder voit là le moyen de contester en quelque sorte l'amende, et donc il décide de poursuivre l'affaire au tribunal. Et donc au tribunal, très vite,
il va se rendre compte que au lieu de traiter ça comme une banale affaire, il peut saisir l'occasion pour essayer de faire avancer véritablement la question de la ségrégation en Alabama. Et donc pour cela, il va donc faire appel à un autre avocat, cette fois-ci blanc. Et donc cet avocat blanc-là, l'inverse, c'est Ed Nixon, qui est l'avocat noir de la NAACP. Lui, il va appeler un avocat blanc qui s'appelle Clifforder. Et donc c'est Clifforder qui va, et là c'est un coup vraiment d'un point de vue stratégique qui va être très intelligent de la part de Ed Nixon, en demandant à Clifforder de défendre cette femme noire, donc cet avocat blanc, d'aller défendre une femme noire devant les juridictions locales de l'État d'Alabama, eh bien, cela va permettre de porter la voix sur l'échelle nationale, nationale de l'État. Et donc, dans le même temps, il y a un jeune pasteur noir, âgé de 26 ans, qui s'appelle Martin Luther King, qui, dès lors, qui vit dans la ville de Montgomery, va donc lui aussi décider de se saisir de cette affaire pour mettre en place un nouveau système, un nouveau moyen de lutte, si on peut dire, pour arriver à leur fin. C'est ce qu'on appelle la lutte non violente. Il faut savoir que jusqu'à l'époque, déjà d'un point de vue organisationnel, il n'y avait pas eu une véritable cohésion, c'est-à-dire une véritable union des Noirs pour unir leurs forces et se battre ensemble contre des lois qu'ils jugeaient totalement injustes. Ça, c'est la première chose. Donc, Martin Luther King, ce jeune pasteur noir, va réussir à fédérer l'ensemble de la communauté noire sur le plan local pour mettre en place un système de lutte qui s'inspire de Mahatma Gandhi et aussi qui s'inspire d'un moyen qui avait été utilisé il y a plusieurs décennies plus tôt du côté de l'Irlande. Donc c'est ce qu'on appelle le boycott. Le principe du boycott, ce ne sont pas les Noirs américains qui l'ont inventé, mais ce sont les Irlandais. Le boycott, c'est un principe très simple, c'est-à-dire qu'on décide de empêcher ou de couper tout contact avec soit un individu, un groupe d'individus ou une entreprise, parce que avec l'objectif d'entraîner la faillite, notamment de cette entreprise. C'est beaucoup plus vers des entreprises qu'on emploie ce genre de stratégie-là. Et donc, Martin Luther King va donc décider, en même temps qu'il y a la lutte devant les tribunaux, lutte menée par Clifforder pour défendre la jeune Rosa Parks, de l'autre côté, on a Martin Luther King qui fédère la communauté noire locale pour décider de faire tomber la compagnie des bus de Montgomery qu'ils vont prendre comme étant l'un des symboles de la mise en application des lois ségrégationnistes. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, Martin Luther King, grâce au réseau des églises locales, il va obtenir de la part de la communauté noire le boycott de la compagnie des bus. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que vont faire les Noirs ? Eh bien, ils vont cesser d'emprunter le bus. Cesser parce qu'il faut savoir que c'est le moyen de transport le moins cher. Et surtout, la compagnie des bus, à l'époque, faisait l'essentiel de son chiffre d'affaires grâce à l'apport des gens de couleur, donc grâce à l'apport des Noirs. C'était les Noirs qui faisaient vivre en réalité la compagnie de bus parce que les Blancs avaient plus de moyens et des Blancs avaient aussi la possibilité soit d'utiliser des taxis, soit de s'acheter leur propre véhicule. Et donc, en réalité, ceux qui n'avaient pas les moyens de prendre les taxis ni d'avoir leur propre véhicule et qui étaient en réalité ceux qui utilisaient le plus les transports en commun, donc la compagnie de bus, eh ben, c'était les gens de la communauté noire. Et donc, à partir de là, les Noirs de Montgomery vont donc décider soit de marcher, soit de se rendre à leur lieu de travail à vélo. Et puis, petit à petit, l'affaire va prendre de l'ampleur. Et donc, il va y avoir en plus des Noirs des Blancs, qui sont eux aussi opposés à ces lois ségrégationnistes, qui vont venir s'agréger aux Noirs qui étaient déjà dans le boycott. Et eux aussi vont commencer à boycotter la compagnie des bus. Et donc, pour les Noirs qui habitaient vraiment très, très loin, soit de leur lieu de travail, soit de leur lieu de culte, il va se mettre en place un réseau local de taxis qui sont gérés par les Noirs. Où il y avait aussi du covoiturage. Et donc, l'essentiel de ces covoiturages-là vont essayer de tuer la compagnie des bus en proposant des tarifs qui étaient bien en deçà du prix d'un ticket de bus. Et donc, très vite, la compagnie de bus va se trouver asphyxiée. Et dans le même temps, l'affaire qui est portée par le
l'avocat blanc va permettre à Rosa Parks donc, et son avocat Clint Fonder, eux vont remporter leur procès sur le plan local, mais la victoire de Rosa Parks à l'échelle locale on va faire sauter la condamnation, et donc cette victoire-là va prendre un retentissement tel qu'ils vont donc décider non plus de s'arrêter là, ils vont donc décider de porter l'affaire devant la Cour suprême pour attaquer l'arrêt Plessy qui permet d'appliquer les lois Jim Crow dans les États du Sud. Et donc, à partir de là, l'année suivante, ils vont décider d'attaquer les États qui appliquent la ségrégation devant la Cour suprême. Et donc, ils vont finir par obtenir une première victoire au niveau de la Cour suprême de l'Alabama le 5 juin 1956. Et donc, dans la même foulée, ils vont aussi, ceux qui étaient opposés, justement, ceux qui étaient plutôt pour le maintien de la ségrégation dans la loi de l'Alabama vont porter l'affaire devant la Cour suprême. Et devant la Cour suprême, toujours est-il que Rosa Parks et son avocat Clint Fonder vont encore remporter une autre victoire, notamment le 20 décembre 1956. Et c'est à partir de cette victoire-là devant la Cour suprême des États-Unis que que l'ensemble des lois Jim Crow vont être abrogées, ces lois ségrégationnistes, et c'est au bout de cette victoire-là sur le plan national, donc sur le plan fédéral plutôt, donc au niveau de la Cour suprême, que l'ensemble des lois qui autorisaient la mise en œuvre de la ségrégation vont être abrogées, et ce n'est que 381 jours après le lancement de ce boycott que les Noirs vont donc décider de remonter dans les bus. Entre-temps, la compagnie de bus avait donc décidé de changer aussi son management, de respecter maintenant, de mettre un terme aux lois ségrégationnistes et de permettre la mixité à l'intérieur de leur bus et éviter ainsi la faillite. Rosa Parks est morte en 2005. Oui, elle est morte en 2005. Donc, quand on étudiait son cas à l'école, elle était encore vivante. Oui, elle était encore vivante. Eh bien, ce qui est quand même assez... 92 ans, elle a duré. Oui, elle a duré. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'elle est décédée dans une relative précarité. Hein. Elle n'était pas riche. Elle n'a pas utilisé sa notoriété pour gagner de l'argent. C'est une personnalité quand même qui avait un caractère assez fort, mais il faut quand même reconnaître que aussi, souvent les gens ont tendance à croire que Rosa Parks est la première à avoir utilisé, si tu veux, avoir dit non à l'intérieur, à bord d'un bus, ou à avoir tenté de s'opposer aux lois Jim Crow, ces lois ségrégationnistes-là. Non, il faut savoir qu'avant elle, il y avait par exemple Bayard Rustin, qui en 1942 avait aussi combattu ces lois-là. Il y avait Irene Morgan en 1946, on avait Lily Mae Bradford en 1951, on avait Sarah Louise Case en 1952, et une autre que l'on oublie souvent, la lycéenne Claudette Colvin, qui était la première femme noire à aller dans un... Voilà. Elle est partie à l'école avec les gardes-corps du FBI. Exactement, ce sont eux qui la protégeaient, et à la fin de ses études, elle va devenir aussi une membre influente de la NAACP et donc continuer ce combat-là. Et donc il faut savoir aussi qu'à la mort de Rosa Parks en 2005, George W. Bush avait donc décidé de mettre en berne les drapeaux américains, et la compagnie de bus de Montgomery, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui, avait durant 381 jours bloqué tous les sièges à l'avant de l'ensemble de ces bus et les remplacer par des photos de Rosa Parks dans laquelle elle disait que Rosa Parks était la première femme à être restée debout tout en étant assise. Voilà. Merci Jean-Paul pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.